Peter Pan de James Matthew Barrie. Chapitre 7. La maison souterraine. Une des premières choses que fit Peter le lendemain fut de prendre les mesures de Wendy et de John et de Michael pour les arbres creux. Crochet, vous vous en souvenez, s'était moqué des garçons parce qu'ils pensaient avoir besoin d'un arbre chacun. Mais c'était par ignorance, car à moins que l'arbre ne fût à votre taille, il était très difficile de monter et de descendre, et aucun des garçons n'avait tout à fait la même taille que les autres. Une fois au bon format, on se mettait à l'extrémité supérieure en expirant et on descendait exactement à la bonne vitesse, tandis que pour monter, il fallait prendre de petites inspirations successives et se tortiller vers le haut. Bien sûr, une fois qu'on en a l'habitude, tout cela se fait sans y penser et rien n'est plus ravissant. Mais le fait est qu'il faut être de la bonne taille, et Peter prendra des mesures pour votre arbre avec autant de soin que pour un vêtement. La seule différence étant que les vêtements sont faits pour s'adapter à vous, alors que c'est vous qui devez vous adapter à l'arbre. Habituellement, cela s'ajuste assez facilement, comme lorsqu'on porte trop de vêtements ou trop peu, mais si vous avez des bosses à des endroits incongrus ou si le seul arbre disponible a une forme bizarre, Peter vous fait 2 ou 3 modifications et après tout va mieux. Une fois que vous passez, il faut prendre grand soin de ne pas changer de taille. Cela permet, comme Wendy allait le découvrir pour sa plus grande joie, de garder toute une famille en excellente forme. Wendy et Michael s'adaptèrent à leur arbre dès le premier essai, mais il fallut un peu modifier John. Après quelques jours de pratique, ils purent monter et descendre avec la même facilité que des sauts dans un puits. Que d'amour ils portèrent bientôt à leur maison souterraine, surtout Wendy. Elle se composait d'une seule grande pièce, comme ce devait être le cas de toutes les maisons, et l'on pouvait creuser dans le sol si l'on voulait trouver des appâts pour la pêche. Et sur ce sol poussaient des champignons robustes d'une couleur charmante, que l'on utilisait comme tabouret. Un arbre du jamais s'efforça à toute force de croître au centre de la pièce, mais chaque matin les garçons lui sciaient entièrement le tronc à ras le sol. Vers l'heure du thé, il faisait toujours environ 70 centimètres, si bien qu'il posait une porte dessus pour en faire une table. Dès qu'il l'avait débarrassé, il scia le tronc à nouveau, ce qui faisait encore plus de place pour jouer. Il y avait une énorme cheminée qui se trouvait à presque n'importe quel endroit de la pièce où l'on pouvait vouloir faire du feu, et Wendy pouvait tendre au travers des cordes faites de fibres auxquelles elle suspendait son linge. Dans la journée, le lit était rabattu contre le mur et on le dépliait à 6h30, alors qu'il remplissait presque la moitié de la pièce, et tous les garçons y dormaient, sauf Michel, allongés ensemble comme des sardines dans une boîte. Une discipline stricte leur interdisait de se retourner avant qu'on eût donné le signal, et au signal ils se retournaient tous en même temps. Quant à Michel, il aurait pu être avec eux, mais Wendy voulait avoir un bébé, et il était le plus petit. Et vous savez comment sont les femmes, et en un mot commençant, c'est lui qu'on suspendit dans un berceau. Cette maison était simple et rustique, assez comparable à la maison souterraine que des oursons auraient pu construire dans les mêmes circonstances. Mais il y avait une alcôve dans le mur, pas plus grande qu'une cage d'oiseau, qui était l'appartement privé de Clochette. On pouvait l'isoler du reste de la maison par un mince rideau que Clochette, qui était très délicate, gardait toujours tiré lorsqu'elle s'habillait ou se déshabillait. Aucune femme, quelle que soit sa taille, n'aurait pu avoir une suite, boudoir et chambre à coucher plus exquise. Le divan, comme elle l'appelait toujours, était un authentique Queen Mab, avec des pieds à volutes, et elle variait les couvre-lits d'une saison à l'autre, selon que tel ou tel arbre fruitier était en fleurs. Son miroir était un chaboté, dont il ne reste, selon les antiquaires des fées, que 3 exemplaires intacts. Le lave-mains était chantouré et amovible. La commande, un authentique prince charmant 6, et les tapis et les moquettes étaient de la meilleure période, la première, de Marguerite et Robin. Il y avait un lustre du jeu de puce pour donner du style, mais bien entendu, elle éclairait elle-même sa résistance. Clochette tenait le reste de la maison dans le plus grand mépris. D'ailleurs, cela était peut-être inévitable, et sa chambre, quoique belle, avait un aspect assez prétentieux et faisait l'effet d'un nez qu'on garderait en l'air en permanence. Je suppose que tout cela était particulièrement envoûtant pour Wendy, car les garçons tapageurs qui étaient les siens lui donnaient tant de choses à faire. Vraiment, il y avait des semaines entières où elle ne sortait jamais la tête du sol, sauf peut-être le soir, une chaussette à repriser dans la main. La cuisine, je vous assure, la maintenait le nez dans les casseroles, et même s'il n'y avait rien dedans, et même s'il n'y avait pas de casserole, elle n'en devait pas moins continuer à surveiller en attendant que ça bouille.
On ne savait jamais exactement s'il y aurait un vrai repas ou si l'on faisait simplement semblant. Tout dépendait du caprice de Peter. Il pouvait manger, manger vraiment, comme si cela faisait partie d'un jeu. Mais il ne pouvait pas s'empiffrer à seule fin de se sentir repu. Chose que la plupart des enfants aimaient plus que tout au monde, la deuxième chose étant d'en parler. Le fait de faire semblant était si réel pour lui que lorsqu'il faisait semblant de manger, vous pouviez voir son ventre se tendre. Bien sûr, c'était éprouvant de suivre son exemple, mais il le fallait. Et si vous pouviez lui prouver que vous deveniez trop maigre pour votre arbre, il vous permettait de vous empiffrer. Le moment préféré de Wendy pour coudre et pour repriser, c'était une fois qu'ils étaient tous allés au lit. Alors, comme elle disait, elle avait un moment à elle pour respirer, et elle l'occupait à leur confectionner de nouveaux vêtements et à mettre des pièces supplémentaires sur les genoux, car ils y allaient tous vraiment très fort sur les genoux. Quand elle s'asseyait devant un panier de chaussettes dont chaque talon était troué, elle jetait ses bras au ciel en s'écriant « Mon Dieu, c'est pourtant vrai que parfois j'ai l'impression que les célibataires ont de la chance !» Et comme elle poussait cette exclamation, son visage rayonnait. Vous vous souvenez de son loup de compagnie? Eh bien, il s'aperçut très vite de son arrivée dans l'île et finit par la découvrir. Et ils coururent tout simplement dans les bras l'un de l'autre. Depuis ces retrouvailles, ils la suivaient partout. Tandis que le temps passait, Wendy regrettait-elle beaucoup les parents bien-aimés qu'elle avait laissés derrière elle? Voilà une question bien difficile, parce qu'il est tout à fait impossible de dire combien de temps s'écoule au pays du jamais, où l'on compte en lune et en soleil, et il y en a tellement plus là-bas que sur le continent. Mais je crains que Wendy ne soit guère souciée de son père et de sa mère. Elle était absolument certaine qu'il garderait toujours la fenêtre ouverte pour son vol de retour, et cela lui apportait un complet apaisement. Ce qui la perturbait de temps en temps, c'est que John n'avait qu'un souvenir vague de ses parents, comme de personnes qu'ils avaient connues jadis, pendant que Michael était assez enclin à croire qu'elle était réellement sa mère. Ces choses-là lui faisaient un peu peur, et souhaitant noblement faire son devoir, elle tenta de fixer leur ancienne vie dans leur esprit en leur faisant des interrogations écrites, aussi semblables que possible à celles qu'elle avait l'habitude de faire à l'école. Les autres garçons trouvaient cela terriblement intéressant et ils insistèrent pour les faire aussi, si bien qu'ils se fabriquèrent des ardoises eux-mêmes et, assis autour de la table, ils faisaient leur composition en réfléchissant de toute leur force aux questions notées par elle sur une ardoise qu'ils se faisaient passer. Les questions étaient des plus ordinaires. Quelle était la couleur des yeux de maman? Qui était le plus grand, papa ou maman? Maman était-elle brune ou blonde? Vous répondrez, si possible, aux 3 questions. A. Rédigez une dissertation d'au moins 40 mots qui fasse le récit de vos dernières vacances ou la description comparée des caractères de papa et maman. Vous ne traiterez qu'un des 2 sujets. Ou 1. Décrivez le rire de maman. 2. Décrivez le rire de papa. 3. Décrivez la robe de soirée de maman. 4. Décrivez la niche et son occupant. Jour après jour, sans faute, il y avait des questions de ce genre, et quand on ne pouvait pas y répondre, on devait faire une croix, et les nombres de croix que John pouvait faire étaient vraiment une catastrophe. Bien sûr, le seul garçon qui répondait à toutes les questions était Plume, et personne n'avait plus d'espoir que lui de terminer premier, mais ses réponses étaient parfaitement ridicules et il terminait dernier. Ce qui est bien triste. Peter ne participait pas. D'une part, il méprisait toutes les mères, sauf Wendy, et d'autre part, il était le seul garçon sur l'île à ne savoir ni lire ni écrire, pas le moindre mot. Il était au-dessus de ce genre de choses. D'ailleurs, les questions étaient toutes rédigées au passé. Quelle était la couleur des yeux de maman, et ainsi de suite. Wendy, voyez-vous, avait elle aussi oublié. Des aventures, bien sûr, il en arrivait tous les jours, comme nous le verrons, mais à cette époque, il y avait un nouveau jeu, inventé par Peter avec l'aide de Wendy, qui exerçait sur lui une intense fascination, jusqu'à ce qu'il s'en désintéressât tout à coup complètement. Ce qui, comme on vous l'a dit, finissait toujours par lui arriver avec les jeux. Il s'agissait de faire semblant de ne pas vivre d'aventure et d'avoir le genre d'activité que John et Michael avaient eu toute leur vie. Être assis sur des tabourets à jeter des balles en l'air, se pousser les uns les autres, partir en promenade et revenir sans avoir rien tué, pas même un grizzly. Regarder Peter ne rien faire sur un tabouret était un grand spectacle. Il ne pouvait s'empêcher d'avoir l'air solennel à ces moments-là. Rester assis lui paraissait une chose tellement comique. Il se vanta d'être allé faire un tour par souci de sa santé. Pendant plusieurs soleils, tout cela constitua pour lui les aventures les plus inédites de toutes.
Et John et Michael durent faire semblant de s'y plaire aussi, sans quoi ils les auraient rudement traités. Ils sortaient souvent seuls et quand ils revenaient, on ne pouvait jamais absolument savoir s'il avait eu une aventure ou non. Il pouvait l'avoir si complètement oublié qu'il n'en disait rien, et puis c'est en sortant que l'on trouvait le cadavre. Ou bien, inversement, il vous en disait des tas de choses et pourtant impossible de trouver le corps. Parfois, il rentrait à la maison, un bandage autour du crâne, et Wendy se mettait alors à prendre soin de lui, à le baigner d'eau tiède pendant qu'il lui racontait une histoire époustouflante. Mais elle n'en était jamais tout à fait certaine, vous comprenez. Il y avait néanmoins de nombreuses aventures qu'elle savait être vraies parce qu'elle y avait participé, et plus nombreuses encore étaient celles qui comportaient au moins une part de vérité, car les autres garçons y avaient pris part et soutenaient qu'elles étaient entièrement vraies. Pour les décrire toutes, il faudrait un livre aussi gros qu'un dictionnaire français-latin, latin-français, et le mieux que nous puissions faire est de prendre un échantillon d'une heure passée sur l'île. La difficulté est de choisir laquelle. Devrons-nous brosser la fresque des Peaux-Rouges dans le ravin de plumes? Ce fut une sanglante affaire, dont l'intérêt tient surtout en ceci qu'elle montre l'une des particularités de Peter, à savoir qu'au milieu d'un combat, il pouvait brusquement changer de camp. Dans le ravin, alors que la victoire était encore en balance, il penchait tantôt par-ci, tantôt par-là. Il cria « Aujourd'hui, je suis un Peau-Rouge. Et toi, Mirliton, qu'en dis-tu » Et Mirliton répondit « Peau-Rouge. Et toi, Grabouille, qu'en dis-tu » Et Grabouille dit « Peau-Rouge. Et vous, les jumeaux ?» Et ainsi de suite, si bien qu'ils furent tous Peau-Rouges. Et bien sûr, cela aurait fait cesser les combats si les vrais Peaux-Rouges, fascinés par les méthodes de Peter, n'avaient pas accepté pour cette fois d'être les garçons perdus, de sorte qu'ils purent poursuivre, plus féroces que jamais. Le résultat extraordinaire de cette aventure fut... Mais nous n'avons pas encore décidé que c'est celle-là que nous devions raconter. Peut-être qu'une meilleure idée serait de l'attaque de nuit par les Peaux-Rouges de la maison souterraine, lorsque plusieurs d'entre eux, coincés dans les arbres creux, durent en extraire comme des bouchons. Nous pourrions aussi dire comment Peter sauva la vie de Lys Tigré dans le lagon des sirènes, et fit ainsi son allié. Ou nous pourrions dire celle du gâteau préparé par les pirates pour que les garçons mangent et périssent, et comment ils le déposèrent dans plusieurs endroits mieux choisis les uns que les autres, même si chaque fois Wendy l'arrachait toujours des mains de ses enfants, de sorte qu'avec le temps, il cessa d'être appétissant et devint dur comme de la pierre et fut utilisé comme projectile, jusqu'à ce que Crochet, dans l'obscurité, s'effondra dessus. Ou bien imaginez que nous racontions celle des oiseaux amis de Peter, en particulier celle de l'oie du Jamais, qui avait construit son nid dans un arbre au-dessus du lagon, et comment le nid tomba dans l'eau avec l'oie toujours assise sur ses œufs, et les ordres que donna Peter pour qu'on ne la dérangeât pas. En voilà une jolie histoire, d'autant que la fin montre à quel point une oie peut être reconnaissante, mais si nous la racontons, il nous faudra aussi raconter toute l'aventure du lagon, ce qui reviendrait bien entendu à raconter deux aventures au lieu d'une seule. Une aventure plus courte, tout aussi passionnante, fut la tentative de Clochette, aidée de quelques fées des rues, pour faire transporter Wendy endormie jusqu'au continent sur une seule grande feuille flottante. Par bonheur, la feuille céda et Wendy se réveilla. Pensant que c'était l'heure du bain, elle revint à la nage. Ou encore, nous pourrions choisir le défi que Peter lança au lion quand il traça un cercle au sol autour de lui avec une flèche et les défia de les franchir. Et bien qu'il eût attendu des heures, pendant que les autres garçons et Wendy les observaient, souffle coupé, depuis leurs arbres, pas un seul d'entre eux n'osa relever le défi. Laquelle de ces aventures allons-nous choisir? Le meilleur moyen est de tirer au sort. Voilà, le tirage est fait, et le gagnant est le lagon. Du coup, on se prendrait presque à souhaiter que le ravin ou le gâteau ou la feuille de Clochette eût gagné. Bien sûr, je pourrais refaire le tirage et ne retenir que le meilleur des trois, mais c'est sans doute plus juste de s'en tenir au lagon.